Bonjour à tous et bienvenue sur la page d'HP Architecture et Formation. Aujourd'hui, on attaque le jour 2 de la formation Revit en débutant. On va voir 4 modules au niveau du jour 2, donc le module 5, 6, 7 et 8. Le module 5, c'est les murs, le module 6, c'est les sols, le 7, c'est les toits et le 8, c'est les fondations. Je vous mettrai d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas lequel sera le plus pratique. De toute façon, les différents modules que l'on va voir, enfin le contenu des différents modules. Donc, au niveau du module mur, donc du module 5 que l'on va faire aujourd'hui, on va voir comment on crée ses propres murs, quelles sont les propriétés des murs, est-ce qu'on fait des murs complexes ou des murs séparés, comment on trace les murs, les différents outils de traçage, on va enfin pouvoir les aborder. On va voir les murs rideaux, les murs inclinés, les murs composés in situ. Donc tout ça là, vous l'avez d'un côté et de l'autre, mais en tout cas, vous avez ce détail-là pour que vous puissiez savoir où on va. Au niveau des sols, on va voir comment on crée des sols, quelles sont les propriétés des sols, comment on les trace, les dalles basses, les planchers intermédiaires, comment on attache les murs et les sols. Et on verra peut-être, parce que ça, normalement, je le fais plutôt en intermédiaire, mais tout en fait, là, vu le changement de la philosophie en topo, ça peut être intéressant de réussir à voir, je vais y arriver, de réussir à voir peut-être les points de modification des sols. Je verrai, j'en suis pas sûre, mais on verra si je le rajoute ou si je le rajoute pas. Ensuite, le module 7, on attaque les toits. On voit comment on crée ces toits, quelles sont les propriétés des toits, comment on trace un toit, les inclinaisons, comment on fait les bords de toit et les gouttières et les sous-faces de toit. On va voir au niveau des fondations, les radiers, les semelles isolées et les semelles filantes. Voilà. Le premier module, le 5, sera probablement le plus long du module enveloppe extérieure, qui est le jour 2, enfin du jour 2 qui correspond aux enveloppes extérieures, puisqu'il y a tous les outils de traçage qu'on voit, plus des choses qui sont un peu plus complexes, les murs rideaux, les murs inclinés. Normalement, je ne fais pas les murs inclinés, c'est quelque chose que j'ai rajouté il y a peu. Parce que je forme des gens qui passent d'Archicad à Revit et que Archicad le fait assez naturellement les murs inclinés, ce qui n'est pas le cas sur Revit. Donc, je vais vous montrer comment on fait les murs inclinés et les murs un peu de forme tarabiscotée qui ne sont pas sur la Robis House, hein. On est sur une maison avec des murs droits, mais quand même, je vais vous montrer comment on le fait. Donc, pour ce faire, je vous partage mon écran. Je le rappelle, nous sommes sur Revit 2024. Revit 2024 est passé en dark mode. Si vous souhaitez comment repasser en light mode, vous n'hésitez pas à me le demander, c'est très simple. Enfin voilà, ça se fait dans les paramètres. Mais là, pour l'instant, on va rester en dark mode. Ça ne pose pas franchement bien de problème. Je vais vous mettre le lien en bas du DWG du first floor, enfin du premier plan de la Robis House, parce que du coup, ça va être, je vais y arriver, ça va être là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. J'aime particulièrement ce plan-là et pourquoi je l'ai choisi pour les formations, pour mes formations, c'est qu'il y a énormément d'épaisseur. On est sur une maison qui est en pierre, pierre de taille. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc ça va aller. Mais on est sur une maison qui est en pierre de taille et sur cette maison en pierre de taille, du coup, il y a différentes épaisseurs. Donc, moi, je vais vous montrer comment on fait. Et en fait, ce sera à vous. Donc, dans ma formation en présentiel, de toute façon, c'est obligatoire. C'est à vous de passer, de terminer la modélisation avant d'attaquer la suite au niveau des sols. Donc, je vais vous partager le DWG, très certainement en commentaire juste en bas. Et on va commencer à les modéliser ensemble pour voir les différentes façons de faire. Mais ensuite, ce sera à vous de terminer la modélisation à ce niveau-là pour s'en sortir correctement. Je viens donc insérer, je vais aller récupérer le DWG en question. Je viens le faire en importer CAO parce que le DWG n'a absolument aucune information de site. Donc, je ne viens pas la lier, ça ne sert à rien. Vous commencez à comprendre de toute façon maintenant comment ça marche. Hop. Je viens récupérer la Rubis House.
qui du coup se trouve juste ici, qui s'est mis en niveau 0. Alors c'est bien parce que j'ai double-cliqué comme une idiote, donc je vous ai montré ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, je serai bien en vue active uniquement. Je vais poser l'origine vers l'origine interne, ça me va très bien. Je vais conserver les couleurs. J'ouvre et elle se place à peu près là où j'ai envie qu'elle se place. Donc c'est très bien. En revanche, je ne la vois pas. Donc je vais masquer le solide topographique et au miracle, je vois le fond de plan de ma Hobby's House qui est en DWG. Donc pour rappel, pour masquer la topographie, le solide topographique, j'ai fait VV en raccourci clavier pour voir les remplacements visibilité. Sinon, c'est dans Vue avec visibilité graphisme, c'est exactement la même chose. Et je viens je viens taper la lettre S sur mon clavier pour aller dans les S et je viens décocher solide topographique. Ça me permet de voir correctement mon plan de fond de plan de la Hobby's House. Donc, il n'y a pas d'isolant, il n'y a rien du tout. On est sur une maison en pierre. Il n'a pas d'isolant. Voilà, c'est tout simplement. Tout sort du sol. On est en Amérique. Donc, bienvenue aux États-Unis. Du coup, on va utiliser les murs génériques qu'on va créer au fur et à mesure en considérant que le mur par défaut, c'est un mur en pierre. Et on va dupliquer en permanence. Donc là, on n'aura pas de mur composé dans cet exemple. Pour autant, je vais vous montrer comment on le fait quand même, parce que c'est mine de rien un petit peu important pour ceux qui le font. Et puis, on va avancer dans ces moments-là. Du coup, ça, c'est mon DWG. Il est punaisé parce que je lui ai demandé l'origine à l'origine, donc c'est très bien. Ça me va très bien par rapport à comment c'est positionné. Je viens faire architecture, mur, WA en raccourci clavier. Et je me retrouve avec générique, voilà, extérieur 150, 200, 70. En tout cas, j'ai les différents éléments, ou Pierre 500, Pierre 800. Est-ce que là, je pense qu'on va partir sur générique et on ne va pas s'embêter puisque tout est dans une seule matière. Donc, le mur par défaut sera de la pierre. Du coup, je viens choper générique 200 et je viens voir que dans les propriétés, donc vous êtes sur la gauche là actuellement, dans les propriétés, vous avez la ligne de justification, nu fini extérieur, la contrainte inférieure 0, décalage inférieur 0. Contrainte supérieure, là, il propose jusqu'au niveau 1. Normalement, si vous venez d'ouvrir le projet, vous n'avez pas paramétré ça, il doit vous proposer sans contrainte avec quelque chose comme 2,75. Donc, ça doit ressembler à ça, à peu près. Je vais vous demander effectivement de contraindre au niveau 1 et à 0 en décalage supérieur. Donc ça, faites-le bien avant de commencer à tracer votre ligne. Ça permet que tous vos futurs traçages soient paramétrés de la même sorte. En ligne de justification, je vais effectivement venir chercher le nu fini extérieur pour tracer les murs extérieurs et ensuite je viendrai chercher les autres types de murs. Vu que là, je n'ai pas les différentes épaisseurs, je ne les connais pas et je vois bien que lorsque je vais tracer mon 200, bah, ce n'est pas la même épaisseur. Je vois bien que là, par exemple, j'ai vraiment deux types d'épaisseurs qui sont différentes. Donc, je vais venir coter pour savoir quelles sont les épaisseurs qu'il faut que je fasse. Coter, c'est DI en raccourci clavier. Sinon, vous l'avez en barre d'outils d'accès ultra rapide juste ici. Voilà. Et sinon, vous l'avez sur Annoter avec les cotations qui sont juste là. Moi, je reste ADI en aligné et je viens choper. Donc, je vois bien, je suis sur du 50 d'un côté, sur du 30 de l'autre. Je refais WA, donc je fais échappe pour sortir de l'outil de cotation. Je vais peut-être un peu vite, hein, mais s'il faut, vous ralentissez la vidéo. Voilà. Mais en tout cas, je fais échappe pour sortir de l'outil de cotation et je refais WA sur mon clavier pour revenir sur l'outil de mur. Une fois que je suis là, je vérifie, j'ai bien ma ligne de justification en extérieur. Donc ça, je veux me placer en extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi je veux me placer en extérieur, mais c'est intéressant vraiment de le comprendre. On ne va pas aborder le phasing en débutant. Voilà. On l'aborde en intermédiaire. Les pratiquants d'Archicad ont forcément déjà le phasing en tête, pour ceux qui sont en train de faire la bascule là actuellement, qui se fait à droite, il me semble, à droite. Mais là, sur Revit, ça fonctionne légèrement différemment, mais vraiment légèrement différemment, puisque du coup, le phasing se fait dans les propriétés, que là, on ne voit pas parce que ce n'est pas paramétré, mais ça se fait normalement dans les propriétés. Ok, est-ce que tout le monde me suit? Tout est bien? Ça va?
Ça en fait beaucoup. On va voir comment créer ses propres murs pour commencer. Donc pour ce faire, on a le mur de base générique de 100. On voit qu'on veut le passer à 500 pour commencer. Donc je viens d'en modifier le type. J'arrive dans les propriétés du type. Donc j'ai le family system qui est un mur de base. On a mur de base, mur empilé, mur rideau. Je vais vous expliquer les trois. Pour l'instant, on est sur un mur de base. Mur de base, une seule épaisseur, un seul. Enfin, on peut avoir plusieurs épaisseurs, mais en tout cas, c'est juste un mur qui part d'un niveau, qui arrive à un autre, et on se pose pas trop de questions. Les murs empilés, c'est le fait qu'on ait différents types qui s'empilent. Donc, par exemple, botte, un pilier, c'est une botte en pierre et une hauteur en terre. Donc ça, par exemple, on peut dire, bah, pendant 1 mètre, quoi qu'il arrive, tu me fais une botte en pierre. Et ensuite, la hauteur, elle peut être variable, tu vas me la faire en terre. Donc ça, c'est pour les murs empilés. Et les murs rideaux, et pourrais-je vraiment vous expliquer ce que sont les murs rideaux? Normalement, vous savez ce que c'est, mais c'est les grands murs vitrés que l'on retrouve qui sont jamais porteurs, mais voilà, c'est ces grands murs vitrés qu'on retrouve dans l'architecture moderne. OK, donc on est toujours sur notre mur de base. Le type, on va revenir chercher le générique extérieur 200 et on va le dupliquer et on va mettre générique extérieur 500 et on va mettre OK. En structure, je vais venir modifier, je vais laisser mur par défaut et le mur par défaut, je vais le changer en pierre dans ma bibliothèque de matériaux. Mais en épaisseur, du coup, ben, je viens chercher, puisque là je suis en mètres, je viens chercher du coup les 50 centimètres, donc 0,5 mètres. Sachez que si vous êtes sur une unité ou une autre, parce que là, la Robbie House, elle est cotée en centimètres, mais les codes doivent vous paraître très très chelous, pour une seule et bonne raison, c'est qu'elle a été construite en pied-pouce. Donc en pieds-pouces, c'est relativement arrondi. On est sur quelque chose comme 20 pieds, 6 pouces, enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'est assez logique et assez cohérent. Par contre, effectivement, lorsqu'on arrive en centimètres, ça n'a plus aucun lien. Et pourtant, les épaisseurs des murs, elles, sont cohérentes en centimètres sur du 20, 25, 30, 50. Donc c'est un petit peu bizarre aux États-Unis lorsqu'on va construire avec un plan pied-pouce, mais que les matériaux, eux, arrivent sur un système métrique. Pour faire les plans de la Robbie House, je me suis basée du coup sur le plan en pied-pouce. Et à chaque fois que j'ai eu besoin de faire en fait les épaisseurs des murs, je suis venue rentrer l'unité qui m'intéresse. Vous voyez, là, je rentre 50 et je tape centimètres sur mon clavier et automatiquement, il le traduit dans mon unité qui est présente dans mes points. Donc, je suis à 0,5 mètres en ayant tapé 50 centimètres. C'est un matériau structurel, jusque-là, il n'y a pas de souci. Et ensuite, la façon dont c'est fait sur le plateau d'assemblage, de structure, vous avez tout en haut le type de famille, enfin vous avez la famille mur de base, vous avez le type, c'est-à-dire là le type qu'on vient de créer, générique extérieur 500. Vous avez l'épaisseur totale du mur, puisque évidemment si je rajoute des couches en dessus, bah, je vais augmenter l'épaisseur de mon mur. La résistance thermique, la masse thermique, là ils me disent rien du tout puisque je suis en mur par défaut. Typiquement dans ce mur par défaut, je vais venir lui changer ses identités, son apparence, et je vais l'appeler pierre de taille. Voilà. En termes de graphique, je vais aller chercher en apparence, donc pas le graphique là. Je vais lui demander à ce que en coupe, donc en motif de surface, je vienne chercher la pierre. Est-ce que j'ai de la pierre de taille? Pas vraiment. Non, j'en ai pas. Je ne sais pas si en modèle j'en ai. Pas tout à fait, quoi. Ouais, on peut mettre ça. Ouais, on va mettre ça. Donc, pierre 02, ça ira très bien. Donc ça, ce sera mon motif en plan que je pourrai voir lorsque je serai en élévation. Et en motif de coupe, en revanche, je vais demander un remplissage de solide qui soit plein, qui correspond vraiment à mon mur que je montre plein et que je vais mettre en anthracite. Couleur, c'est 59, 59, 59, l'anthracite, de manière à ce que quand mon mur est coupé, je puisse voir qu'on est sur quelque chose de plein. Donc remplissage de solide, ça me va très bien. En apparence, je viens choper une nouvelle apparence. Donc, je viens choper une apparence pierre. Hop, bibliothèque d'apparence, je viens dans la pierre.
Et voilà, j'ai mes pierres rectangulaires grises, ça me paraît pas mal. Normalement, on est plus sur du brun sur la Rubis House. Donc, on va prendre la brune. On est plutôt sur de la brune au niveau de la Rubis House. Et ça va m'aller très bien. Et en termes de rendu d'ombrage, juste pour pouvoir le voir, ça ira très bien de le faire comme ça. Mais à ça, je vais rajouter quand même une physique et une thermique. Brique adobe, ordinaire, perforée. Ben écoutez, je vais partir sur une brique pour avoir des propriétés physiques pour l'instant qui sont là-dessus. Je verrai ensuite les densités, tout ça. Enfin, là, j'ai pas la densité de la Rubis House, enfin de la pierre qui est utilisée là-bas. Mais on va dire que ça ira déjà pas mal. On va reprendre la même brique en termes de thermique. Hmm. Donc, on était sur B pour brique. Brique, moi si, moyenne. Ok, brique silice. Ah, brique lourde. Brique lourde. On va aller sur brique lourde, tiens. Est-ce que là, je peux changer? Est-ce que je peux faire brique lourde? Normalement, brique lourde? Non, pas envie. Est-ce qu'il y avait brique lourde là-dedans? Non, il n'y avait pas, c'est pour ça. Ouais, brique ordinaire, ça ira très bien. Et en thermique, brique lourde, ça ira très bien. Et je vais mettre OK. Et en faisant ça, mes propriétés, comme vous voyez, en résistance viennent de changer, en masse thermique viennent de changer. Bref, j'ai des nouveaux paramètres qui étaient à 0 qui maintenant viennent de changer. Et en plus, j'ai pu voir qu'il me met... enfin voilà, il m'a changé le nom qui est juste là. Et je mets OK. Putain, je suis tellement foncée, j'ai l'impression que je suis pas claire du tout, quoi. Et je mets OK. Enfin, foncée, pas dans le sens où j'ai fumé quelque chose, hein, dans le sens où je suis malade. Je ne fume rien. Je, parce que je sens que vous allez vous imaginer des trucs. Et à partir de là, je commence à tracer. Donc, je vois que fond blanc se mettent les différents éléments. Et je trace. En faisant ça, ça se lit. Néanmoins, je vois que là, j'ai pas la bonne épaisseur. Donc, vous voyez que la couleur, le motif qui vient de se mettre ici correspond du motif de coupe que je lui ai demandé de se mettre, c'est-à-dire plein et gris. Donc là, ensuite, je vais continuer de manière à pouvoir en avoir un. Je vais répéter l'exercice qui fait du 300 mm. Donc, je répète l'exercice, je me mets à 300. J'ai plus besoin de modifier le matériau parce qu'il est bon. Je suis toujours en porteur ossature. Simplement, je me mets à 30 cm. Je mets OK et il passe à 30 cm. Bon, apparemment, ce n'était pas du 30 cm. C'était du 40. Mais là, il y a du 30. Hop. Du coup, on continue. Je vous rappelle que, donc là, je viens choper le 30. Je vous rappelle que Revit dessine dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si vous n'utilisez pas le sens des aiguilles d'une montre, bah forcément, en fait, vous n'allez pas avoir les bonnes épaisseurs et les bons tracés. Donc là, j'ai fait dans ce sens-là et je peux passer dans ce sens-là. Mais si jamais je m'étais amusée à aller dans ce sens-là, donc là, vous voyez qu'il m'aurait mis l'extérieur à l'intérieur, ce qui n'est pas bon. Donc, j'aurais pu faire un échappe et en fait, je me serais retrouvée obligée ensuite de le déplacer pour qu'il soit au bon endroit. Pour l'extérieur, soit bien à l'extérieur. Les petits points bleus, là, signifient les murs d'accroche. Et en fait, c'est hyper important de les avoir. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va revenir dans les propriétés structure. Et en fait, vous voyez que là, j'ai côté extérieur et j'ai côté intérieur. Ah ah. Et j'ai ces petites lignes là, limite de la couche du porteur. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est les côtés du mur où on va pouvoir ajouter les couches. Typiquement, si je veux rajouter un isolant pour un mur composé, ça y est, on y vient. Pour un mur composé, je vais venir descendre et je vais le mettre du côté intérieur. Et ensuite, je vais changer sa priorité. Donc là, j'ai 5 priorités, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le porteur est la priorité, c'est-à-dire qu'il va traverser tout ce qui est en 2, 3, 4, 5 quand ça se croise. Et ensuite, chacun se fait sa priorité. Si vous êtes sur Archicad, vous devez être assez familier avec ces priorités-là, qui pour moi fonctionnent moins bien sur Archicad, mais ça, c'est mon point de vue à moi. Parce que là, c'est très bien qu'il n'y en ait que 5 et qu'on ne cherche pas midi à 14 h. Donc, 1, 2, 3, 4, 5.
Si je viens mettre un isolant, je vais venir chercher le 3 qui est isolant vide et je viens chercher un isolant, par défaut, maçonnerie isolant dans dans mes matériaux et je viens lui appliquer 10 centimètres par exemple. Et si je viens faire insérer, descendre, je peux venir aller chercher une finition qui pourra être du plâtre que j'ai là, parfait, et auquel je mets par exemple à 13 millimètres. Et là, les retournements, ce n'est pas structurel et ça se retourne, puisque ce qui est structurel, normalement, est censé être ici. Mais j'aurais pu ça le monter et le faire devenir structurel. Complètement con, parce que l'isolant n'est pas structurel. Voilà, donc on le descend et là, du coup, on voit bien qu'on est du côté intérieur. Et si je mets OK, et je mets OK, il vient de me rajouter du coup, du côté intérieur, l'isolant. Donc voilà pourquoi c'est important, puisque lorsqu'on passe en réno ou qu'on change le type de mur, bah, si on rajoute cet isolant-là, si c'est tracé correctement, ça n'a pas de difficulté à le rajouter. Si n'est pas tracé correctement, on se retrouve comme un idiot à devoir tout reprendre les plans et à risquer de faire des erreurs. Autre exemple à la noix, même si on est en construction, on va mettre, nous, des isolants, on va mettre des précautions par rapport à nos habitudes, mais pour une raison XY, le bureau thermique, le BE thermique nous dit que ça ne passe pas, qu'il faut augmenter l'isolant ou le réduire ou quoi que ce soit, on a juste du coup à venir rentrer ça et à partir du moment où on a accroché les choses correctement, il n'y a pas de souci. Donc, il y a différentes façons d'accrocher. Donc, il y a, là, j'étais en nu fini extérieur. Nu fini extérieur, ça veut dire, que si je m'amusais donc là, j'ai accroché au nu porteur, hein. Mais si je m'amusais à, par exemple, mettre, un enduit, donc je suis sur une finition avec, un enduit. Voilà. En règle générale, l'enduit, il est fait pour, compléter là, histoire, d'avoir le bon truc et ben, vous voyez que ma ligne de traçage, s'aligne à l'enduit. Ce qui du coup est pas bien pratique, si en vrai, ben, c'est pas là et que ça aurait dû être décalé. En revanche, si je sélectionne mon mur, que je change de ne plus me mettre en nu fini, mais en nu porteur extérieur, dans ce cas-là, lorsque je vais venir rajouter cet enduit-là, hop, je remets le rajout de l'enduit. Très bien. Mon accroche ne change pas et on voit que l'enduit s'est décalé à l'extérieur. Voilà, donc vous comprenez un petit peu nu porteur, nu fini, intérieur ou extérieur, ou sinon peut être tout simplement, à l'axe du porteur ou à l'axe du mur total. Si par exemple là je me mettais à l'axe du porteur, je sais que je serais donc axe du porteur, je serai au milieu de la ligne là. Vous voyez que les points, le point s'est décalé vraiment au milieu du porteur. Si par contre je m'amusais à me mettre à l'axe du mur, vous voyez que ça se décale en prenant en compte les épaisseurs qui sont là. Donc comment vous allez tracer le mur est hyper important pour vous faciliter la vie en fait, tout simplement. Donc on trace vraiment correctement, par rapport aux éléments. Donc moi je vais rester en nu porteur extérieur, je trouve que c'est pas mal. Nu porteur ou nu fini parce que là on est que sur de la pierre. Là, vous avez le droit à l'un ou à l'autre. Je ne suis pas difficile. En revanche, je vais effacer toutes les lignes que j'ai créées qui n'ont pas lieu d'être. Ah oui, parce que, non, je vais annuler cet effacement parce que forcément, tous les murs en 300 se sont modifiés là. Donc, vous comprenez bien que ça ne va pas du tout. Du coup, là, je change et je supprime ces différentes lignes. OK, fastoche. Donc, on vient de voir comment créer ses propres murs et comment étaient gérées les propriétés des murs. Mur complexe ou séparé, je viens de vous montrer comment on faisait un mur complexe en ajoutant les différentes couches. Maintenant, là, on va aborder est-ce qu'on fait des murs complexes ou des murs séparés dans Revit? Comment vous dire? Les formateurs Revit vont vous dire oui, absolument. Vous avez vu qu'avec cette gestion de priorité, ça s'accrochera correctement, que c'est super, que c'est fantastique, que c'est merveilleux. Dans la vraie vie, ça va pas pouvoir se gérer aussi facilement que ça, surtout lorsqu'on commence à changer des formes traditionnelles rectangulaires. Donc ça commence à devenir problématique. Donc du coup, on il vaut mieux rester en séparé. C'est d'autant plus important qu'on peut sortir un chiffrage, en fait, des murs,
avec un volume. Bah, typiquement, quand on va faire du béton banché, on va pouvoir sortir un volume de béton. Voilà. Et si jamais vous vous amusez à mettre un mur composé avec le béton, l'isolant et le placo, le volume du mur prendra en compte l'isolant et le placo. Donc, du coup, vous allez vous retrouver à surchiffrer votre béton alors que ce n'est pas nécessaire. Donc, moi, ce que je préfère conseiller dans la vraie vie, puis par rapport au fait de pouvoir faire des DQE, d'avoir des économies derrière, c'est de bien séparer les différents éléments pour que tout ce qui est parti placo aille chez le plaquiste et tout ce qui est parti maçon aille chez le maçon. Alors que si on fait les murs complexes, on pose un souci sur ce problème. Voilà. Donc, en fonction de comment vous faites. Ouais. Maintenant, je sais que les agences fonctionnent privilégiément parlant sur les murs complexes parce qu'ils estiment que ça génère moins d'erreurs. Moi, j'estime que quand on fait bien son boulot, c'est l'inverse. Et vraiment, chacun fait comme il le sent. Pour autant, je viens de vous montrer comment on fait les murs complexes. Et dans le module 6, je vous montrerai comment, en fait, en accrochant les deux, ça se gère très bien, en fait, de pouvoir faire du complexe. Simplement, vaut mieux l'éviter pour une question économique, chiffrage. Économique en termes de chiffrage, hein. J'entends bien. Vous avez bien compris l'idée. OK. Maintenant, on va continuer à accrocher un petit peu. Donc, on vient de voir comment créer, comment vous avez les différentes épaisseurs. Vous allez pouvoir vous amuser à faire toute la suite. Et là, on va tracer pour voir en fait les différentes jonctions de murs. Qu'est-ce qui se passe quand on a des jonctions qui ne sont pas forcément super méga propres. Donc là, typiquement, je vais venir. Alors, je ne sais pas quelle épaisseur j'ai. J'ai 25. Donc, je vais venir créer un mur en 25. 250. OK. Là, je mets 25 centimètres. OK. Et je mets OK. Je suis toujours en nu fini extérieur. Tout va très bien. Et je vais venir. Alors, petite chose que je viens de faire. Je ne suis pas accrochée sur des angles particuliers. Je suis accrochée par rapport au plan de la Hobbies House qui n'a pas des angles parfaitement droits. Donc, résultat des comptes, moi, le Revit, il va avoir envie de me proposer des angles à 45 degrés, donc 45, 90, 135, 180, des choses qui s'accrochent de façon la plus naturelle possible pour lui. Excusez-moi. Des façons qui est la plus naturelle possible pour lui. Donc, par conséquent, pour le forcer à s'accrocher à mon plan, en fait, je vais venir faire tab. Et en faisant tab, il vient reconnaître plutôt, voilà, il quitte l'accroche traditionnelle qu'il a pour venir reconnaître plutôt l'accroche ligne qu'il va pouvoir avoir. Donc, je vais faire ça d'un côté, je vais faire ça de l'autre et je vais faire ça juste ici. Donc, apparemment, là, c'est pas du 250, c'est du 30. Bon, j'ai pas de problème de gestion d'accroche, c'est bien, c'est pas toujours le cas. Mais lorsque c'est le cas et que ça foirouille un petit peu, on va utiliser l'outil jonction de mur qui se trouve juste là. Donc, on est dans modifier, on a l'outil jonction de mur et on vient sélectionner la jonction qui nous intéresse à pouvoir retravailler. Et lorsqu'on est là, ensuite, on va pouvoir faire suivant pour pouvoir indiquer la jonction qui nous plaît la plus. Moi, c'est celle-là que je veux, donc c'est parfait, elle est là. Et je vois que c'est celle qui permet de fusionner au mieux mes trois murs. Donc, j'ai pas de souci de ce côté-là. Je vais me permettre, donc là, je suis sur du 80 et là, je suis sur du 40. OK. Ah, j'ai pas envie de vous le faire devant vous. J'ai vraiment envie que vous travailliez un petit peu plus ces retours-là. Ici, là, j'ai des poteaux. Donc, ce qui est en jaune, là, ici, ce sont des poteaux. Donc, on ne touche pas. Et on a ces différents éléments. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait des murs tarabiscotés. Donc, juste ici, là au centre, j'ai une forme quand même très très chelou qui pourrait être difficilement travaillable avec des verres de mur. Enfin, ça peut, mais on va y passer 10 plombes. Et puis, c'est de la pierre. On sera forcément un peu plus épais en bas et forcément un peu plus fin en haut. Donc, comment, quand c'est dans ce cas-là, on peut réussir à gérer quelque chose? Ah, j'entends me dire que là, j'aurais peut-être pu faire ouais, là, il y a une erreur. Normalement, c'est tout droit. Bref.
Lorsqu'on va faire comme ça, des murs, d'une forme un petit peu spéciale parce que, on est sur des anciennes méthodes constructives, moi ce que je vous invite à faire, puisque vraiment Revit, lui, il fait un mur, une épaisseur, un plan de base, un plan en haut. Enfin un plan ou une hauteur que vous avez définie, qu'importe. En tout cas, il fait quelque chose qui est, tout le temps droit. Il fait rarement des murs qui sont montés comme ça, qui sont tournés, qui sont inclinés. Pour lui, c'est pas quelque chose de naturel, ni là, ni dans l'architecture. En règle générale, les agences d'archi, même quand elles ont des murs qui sont comme ça, ils prennent la moyenne et ils font un mur qui est tout droit. Moi, personnellement, je suis assez partisante de faire quelque chose qui correspond vraiment au relevé de géomètre, mais c'est sûr que ça peut complexifier un petit peu le problème. Effectivement, pour ceux qui sont en train de passer d'Archicad à Revit, Archicad a une façon de gérer ça beaucoup plus facile. Attention, c'est le seul truc Archicad a mis, hein, d'accord? Donc, on s'emballe pas. Mais ils ont une façon là de le gérer qui est légèrement plus facile. Néanmoins, moi, ce que j'invite à faire, du coup, c'est de créer votre forme de mur en la faisant en famille in situ. Souvenez-vous, les murs sont des familles système, mais vous avez la possibilité de faire des familles in situ ou des familles téléchargeables. Donc là, quand on est sur cette forme bien tarabiscotée, qui, à mon avis, n'existe que dans la Robbie House. Et je viens de venir faire une famille in situ. Donc pour ça, je suis dans Architecture, je viens cliquer sur la flèche en dessous de Composants et je viens faire Créer in situ. Et je vais venir sélectionner en type, enfin en paramètre de famille, je vais venir sélectionner les murs et je vais mettre OK. Et dans ce cas-là, je vais mettre pilier central. Là, on est un peu sur une philosophie très Zumthor, quoi, avec l'épaisseur des murs avec laquelle on joue dedans pour faire plein de choses et blablabla. Donc, je viens faire une extrusion. Tous ces outils-là, extrusion, tout ça, c'est quelque chose sur lequel vous serez beaucoup plus familier lorsqu'on va aborder la création de famille en intermédiaire. Donc là, ça vous permet de le pré-aborder, de le prévoir, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel, pour l'instant, vous allez pouvoir le maîtriser tout de suite. Vous inquiétez pas, après la formation intermédiaire, normalement, ça ira super bien. Du coup, on va venir tracer cette forme de pilier. On peut même englober les refends de murs si on veut. Moi, d'ailleurs, je vais les englober, tiens. Hop. Vous voyez qu'à chaque fois, il s'accroche bien sur vos lignes de WG, donc ça, c'est assez pratique. Du coup, petit outil de traçage. Donc là, je viens choper mes lignes et là, je viens choper, oh, rebelote, mes lignes. Ce qui se passe, c'est que si je n'ai pas une boucle parfaitement fermée, il ne voudra pas. Vous voyez, si je fais ça, il me dira que les lignes se croisent et que pour lui, ça n'a aucun sens. Donc, il va falloir que j'ouvre ici et que j'ajuste à cet endroit-là. Donc, je viens faire SL en raccourci clavier et c'est l'outil scinder l'élément que vous trouvez juste ici. Voilà. Je viens couper au milieu et je viens faire TR en raccourci clavier, qui est l'outil ajuster et prolonger en angle que vous avez juste ici. Je vous rappelle que je sélectionne ce que je veux garder et pas enlever. Voilà. Et là, je fais la même chose et ça permet aussi de prolonger, même outil TR, pour pouvoir aller dans ce sens-là. Et là, du coup, j'ai mon pilier central et je viens le mettre à la hauteur du niveau 1, donc qui est à 3 mètres. Et en matériaux, je vais venir chercher du coup la pierre de taille, qu'on avait déjà mis et je valide. Et je finis la création en revalidant. J'enregistre bien évidemment. Donc, pensez à l'enregistrer là où vous en êtes. Et du coup, j'en suis ici dans mes plans. On va juste voir un petit point ça, parce que ça, c'est crassouille et que je veux le modifier. Donc, je suis sur mon 250. Je suis en infini extérieur. Et hop, je viens ajouter les deux. Et là, ce que je vais faire, c'est que par contre, je vais me mettre en axe du mur pour venir choper ici et lui le prolonger jusque là pour que ce soit un petit peu plus propre. Voilà. Donc faites attention sur la façon comment vous dessinez. Ça va forcément jouer dans la façon où le dessin sera propre ou non propre.
Je vais vous laisser toujours dans ces propriétés de... Donc, on se remet bien en nu fini extérieur ou nu porteur extérieur comme vous voulez, mais en tout cas, vous êtes à l'extérieur. Et en niveau 0 jusqu'au niveau 1. Et je vais vous laisser venir tout retracer pour du coup la prochaine fois. Maintenant qu'on a vu les nus, les accroches et que vous avez vu les murs in situ qui peuvent avoir des formes un peu spéciales et tarabiscotées. Ah oui, chose qui est importante quand même que je vous dise, c'est que le fait de l'avoir enregistré en tant que mur fait que je peux à tout moment venir y incruster des fenêtres. Voilà, parce que c'est un mur. Donc, il va vraiment fonctionner dans ses propriétés exactement comme un mur. Et ça, c'est important. Maintenant, on va voir les murs rideaux et puis les murs inclinés. Donc, dans la Rubis House, on n'a pas de mur rideau, il me semble. Je vérifierai avant de vous dire des conneries. Mais il ne me semble pas qu'on ait de mur rideau. Néanmoins, pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne, je vais venir dans Architecture. Mur WA raccourci clavier. Et lorsque je vais descendre, je vais voir mes murs empilés, typiquement. Et je vais voir... Oula, pardon. Et je vais voir mes murs rideaux. Donc là, par exemple, si je le souhaite, je vais d'abord partir sur un simple panneau, qu'ensuite je pourrai scinder, dupliquer, bouger à ma sauce. Je vais lui demander d'aller jusqu'au niveau 2 et je vais venir le tracer, par exemple, ici en plein milieu. Comme c'est un mur rideau et qu'il s'appuie sur les structures, il vient automatiquement couper le mur. Et oui, ce qu'Archicad ne fait pas. Je vous avais dit, hein, de toute façon, Rémi, c'est mieux. Hop, là, je vais venir masquer temporairement ma topographie. Pour ça, j'ai sélectionné ma topographie, j'ai fait HH en raccourci clavier. Et je vais venir voir ce fameux mur rideau que j'ai créé. Donc là, je l'avais créé en simple panneau. Mais je peux du coup maintenant le diviser en autant de quadrillages que j'ai envie de diviser. Donc pour ça, je viens faire quadriller le mur rideau. Et je viens du coup sélectionner les quadrillages qui m'intéressent. Je peux sélectionner juste un seul segment. Je peux, voilà, je peux vraiment faire comme j'ai envie, comme ça m'arrange. Voilà. Et ensuite, je rajoute les meneaux. Donc, meneaux, normalement, je vous ai fait créer MN comme raccourci clavier pour les meneaux. Donc, vous êtes censé l'avoir en raccourci clavier. Et du coup, ben, là, j'ai pas le meneau exact du mur rideau, mais je pourrais toujours l'importer, c'est pas un souci. Mais je peux du coup rajouter mes meneaux là pour mon mur rideau. Voilà, c'est vraiment tout simple, hein, l'outil mur rideau sur Revit. On n'est pas sur quelque chose de très compliqué et on peut le bouger, l'agencer autant qu'on en a envie, slash besoin. Et ça, bah, forcément, ça se cote comme on en a besoin aussi. Jusque-là, fastoche. Si j'en venais à vouloir slash devoir faire un mur incliné, euh, comment je devrais faire? Eh ben, je vais devoir passer par les volumes. Si j'ai envie ou si j'ai besoin de faire ça, je vais créer un volume in situ. Donc, il va accepter de me montrer des volumes. Et je vais du coup ben, créer mon petit volume. J'en crée la forme à partir de là. Hop, je bascule. Je vais recacher ça. Je vois que mon volume est là. Je vais pencher du coup, voilà, je vais créer mon inclinaison. Donc là, j'ai créé mon inclinaison. Et une fois que j'en suis là, je viens dire architecture, mur par face, et je viens sélectionner la face qui m'intéresse. Ah oui, alors, vous ne pouvez pas faire de mur rideau en passant en mur par face avec cet outil-là. C'est plutôt pour un mur-mur, mais je vais faire un mur-mur, ça ira très bien. Et je vais vous montrer ensuite comment on peut faire un mur rideau à partir de cet outil-là pour l'avoir aussi dans ce sens-là. Donc, mur par face, j'ai bien le bon. Et voyez, il vient me créer du coup mon mur incliné. Youhou, bien là, bien correctement. Voilà, mon mur est incliné et là, tout va bien. Si j'avais eu envie que ce soit effectivement un mur rideau, je viens du coup faire système de mur rideau et je viens sélectionner la face où je viens rentrer mes différents éléments. Par exemple, quadrillage 1, c'est bon. Quadrillage là, je mets que 2.
j'applique et je fais créer un système et pouf, il m'a créé mon système de mur rideau. Donc, il y a tout à fait possibilité de créer des murs inclinés et c'est pas si compliqué, loin de là. Voilà. Et je supprime ces différents éléments puisque là, je n'en aurai pas besoin. Oui, là, vous êtes en train de vous demander, comment ça se fait que j'ai une terre qui arrive en plein milieu. Ne vous inquiétez pas, on va le gérer. Rassurez-vous, tout va bien, ça va se voir dans la topo. On vient du coup de voir comment créer ses propres murs, comment se gérer les propriétés des murs sur Revit, comment créer des murs complexes et en fonction de quand vous avez besoin, un mur complexe ou séparé, c'est vous qui voyez comment vous le sentez. On vient de voir comment tracer des murs, on vient de voir quelles étaient les propriétés des murs rideaux et on vient de voir les murs inclinés, on vient de voir les jonctions de murs. Donc, on a vu grosso merdo à peu près tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir réussir à terminer de tracer tous ces éléments-là. Donc, je compte sur vous pour terminer de les tracer pour qu'on puisse voir ensuite, juste après, sur les sols. Donc, il faudra vraiment que vous ayez fini de tracer tous ces éléments-là et de prendre en compte, du coup, les différentes épaisseurs. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez tout compris. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Comme toujours, s'il y a le moindre souci, vous n'hésitez pas à me poser une question en commentaire et ou à m'envoyer un mail, hein, directement sur l'adresse que je mets. On se retrouve, sur le module 6 pour la formation au niveau des sols et en tout cas, à très bientôt! Si vous souhaitez que la chaîne remonte, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour montrer que ça vous a plu et puis surtout, abonnez-vous pour avoir toutes les nouvelles vidéos.